Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent les guidés. Paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Désolé après le long audio hier à propos des difficultés dans le mariage. Un autre audio parce que je ne sais pas par après quand j'aurai l'occasion d'en refaire, donc je préfère tout mettre sur YouTube à l'avance. Et après, peut-être être absent 2-3 semaines, je ne sais pas, ça dépend de mon emploi du temps. Donc, dans le doute, je me dis, d'accord, ils ont déjà eu 50 minutes hier, ça va faire beaucoup. Mais bon, tant pis, les sujets viennent quand ils viennent, et puis les gens écoutent quand ils ont le temps. Ils peuvent mettre en mémoire dans des playlists ou que sais-je, et écouter à tête reposée, Inch'Allah. Alors aujourd'hui, moi, en fait, ce que je voudrais expliquer, surtout pour les plus jeunes, mais bon, ça concerne tout le monde, évidemment, c'est que j'ai l'impression que beaucoup de gens, musulmans ou non, c'est un sujet aujourd'hui qui, à mon avis, peut intéresser les deux. Il n'y a pas de raison à ce que des non-musulmans se sentent pas concernés, puisqu'ils vivent dans le même monde que nous. C'est expliquer aux plus jeunes comment on en est arrivé là, et leur expliquer aussi que le monde qu'on a devant nous aujourd'hui n'a pas toujours été comme ça. Et c'est en comprenant ça qu'on peut savoir comment les choses se passent et que ce n'est pas des faits accomplis. Tout ceci est en mouvement. Alors, on va faire les choses dans l'ordre et vous allez voir quand on va expliquer le début que tout est interconnecté et qu'une chose en amène une autre. Alors il faut savoir quand même une chose très importante, on va se focaliser sur l'Europe parce qu'on vit en Europe, c'est que en 1914 et puis jusqu'en 1918 et en 40-45, on parle pas d'il y a 300 ans, on parle d'un peu plus d'un demi-siècle. Autrement dit, la génération de nos grands-parents, pour ceux qui ont la quarantaine, en tout cas. Eh bien, il faut savoir que l'Europe, comme on la voit aujourd'hui, tout le monde s'aime, tout le monde coopère, les Allemands se soucient des Grecs, on rembourse la dette italienne, enfin, tout ce qu'on vit aujourd'hui, c'est quelque chose d'extrêmement nouveau. En 14-18 et en 40-45, on a eu 2 guerres dramatiques avec des millions de morts, des milliards de dollars de dégâts, des tragédies humaines sans nom, des crises économiques délirantes. Je rappelle que l'Allemagne et l'avènement d'Hitler a été possible et a été soutenu par le peuple, contrairement à ce qu'on veut vous faire croire quand on lit, on s'informe, on se rend compte en fait que en Allemagne, les gens étaient angoissés, dépressifs, surendettés. Pourtant, ils étaient intellectualisés d'un haut niveau culturel, à tous les niveaux, mais ils ont adhéré au nazisme, et ça va paraître cruel ce que je vais dire, ils ont adhéré au nazisme. Surtout quand on réfléchit en non-croyant, on comprend encore mieux. Ils ont adhéré au nazisme par nécessité. Par nécessité, c'est-à-dire qu'il fallait une tempête violente en Allemagne, à tous les niveaux, pour faire repartir la machine. Et c'est après la guerre 45 qu'on a eu, en fait, les fruits. Je sais que c'est cruel de parler comme ça, mais c'est la réalité. Les fruits, c'est tout ce que vous voyez autour de vous. Bosch, Siemens, Liberer, BMW, Volkswagen, Mercedes, Audi, Porsche, etc., etc. Dans tous les secteurs, à tous les niveaux, les produits industriels allemands dominent pour toute une série de raisons. Mais l'Allemagne, avant la guerre, était un pays surendetté, en ruine, à la dérive, certes avec un haut niveau culturel, mais économiquement complètement détruit à cause des histoires de contrats, de reconnaissance de dettes après la guerre 14-18 qui ont été signés par des politiciens lâches, etc., qui ont laissé la patate chaude aux suivants.
et qui ont dû assumer tout ça dans dans les larmes et les cris. Et ceci a permis à Hitler d'arriver. Bon, bref. Donc, après ces deux méga tragédies européennes entre blancs, parce que moi ça me fait franchement rire quand je lis sur les forums, enfin dans les, comment on appelle, dans les fils de discussion Facebook et ailleurs, l'islamisme, les musulmans, l'islamisme. Ah, genre, en fait, on a attendu les musulmans en Europe pour avoir des drames. Le monde, parlons pas d'Europe seulement, le monde vit de drame en drame. Une fois c'est les communistes, une fois c'est les Japonais, une fois c'est les Coréens, une fois c'est les Vietnamiens, etc., etc. Une fois c'est Cuba avec Castro, Che Guevara. Bref, je veux dire, l'histoire des hommes est parsemée de conflits, d'oppositions, et aujourd'hui on est là parce que, je répète, je sais que je me répète, mais c'est pas grave, il faut que ça rentre dans la tête, surtout de ces, je m'excuse du mot, parce que à un moment donné il faut appeler un chat, ces idiots, ce sont véritablement des idiots. Les gens, le français moyen que je lis un peu partout qui sont là, la menace, l'islamisme, etc. Chaque fois, je répète, nous parlons de petits gamins, ex-délinquants, qui font 2, 3, 4 morts, etc. Pendant ce temps-là, nous avons des containers, des avions cargo de morts liés à la malbouffe, aux particules fines, à l'alcoolisme, à la vitesse sur les routes, enfin bref. Moi, tout ceci me dégoûte, pas parce que je minimise le drame, c'est un drame, c'est une injustice, on est tous d'accord, mais parce que je remarque en fait tout ça fait de l'ombre à des véritables grands drames, des drames dont personne ne parle et tout le monde accepte. Tout le monde accepte qu'on meurt de malbouffe, de cigarettes, d'alcool, Ah ben oui, c'est la liberté, machin, les avortements. Depuis 1970, il y a eu plus de 7 millions de bébés qui ont été tués en France, dans le ventre de leur mère. Ah ben oui, qu'est-ce que vous voulez? Bon. Moi, je suis dégoûté par la bêtise humaine, par la médiocrité dégueulasse. Mais bon, bref, je vais pas m'emporter parce que ça sert à rien. Et quand je m'emporte, c'est pas de la violence, c'est du dégoût. Parce que les gens disent, il s'emporte, il est violent. Non, non, pas violent. Je suis dégoûté. Et ma façon d'exprimer mon dégoût, parfois, est par de la virulence dans mes mots. Mais bon, revenons à nos moutons. Donc, en fait, l'Europe a vécu 2 énormes tragédies entre eux, entre Allemands, Anglais, Français, etc., avec des millions de morts, etc. Bon. Et puis, après, tout le monde sait que après la pluie vient le beau temps, après les démolitions viennent les reconstructions. Après a commencé l'âge d'or de l'Europe. On va dire de 1950 à 1970, pendant 20 ans. C'est ce qu'on appelle les Golden Sixties, les années d'or. Plein emploi, tout le monde qui rêve d'un petit pavillon avec sa voiture, son frigo, sa machine à laver. Tout le monde est content, etc. Ça a duré 20 ans. Ça a duré 20 ans, tout le monde inscrivait les enfants dans des écoles privées, et on admirait l'Amérique, et etc., etc. Enfin voilà, on commençait à prendre l'avion, on commençait à voyager, on découvrait, plein de choses ont été créées, parce que quand l'argent coule à flot, ben évidemment il y a des projets qui peuvent être financés. Et donc voilà, ça a duré 20 ans. Et durant ces 20 années, évidemment, vous savez, l'être humain s'habitue très vite. L'être humain s'habitue et est fondamentalement ingrat. Donc l'être humain s'habitue très vite aux commodités, aux facilités. Voilà. Si on prend le cas de la femme, entre 1950 et 1970, elle a jamais eu autant de facilités. Elle a commencé à fumer, elle a commencé à avoir des lave-vaisselle, des frigos, des machines à laver. Toute une série de choses, de droits qui se sont ouverts à elle, etc. Bon. Mais, comme on connaît, enfin en tout cas en islam, quand on dit on donne à un être humain une montagne d'or, il en veut une seconde et puis une troisième, etc. En 1968, vers la fin de cet âge d'or, ont commencé les revendications. Il est interdit d'interdire, les femmes, leur corps leur appartient, machin, etc. Donc évidemment, on a fait goûter le sang aux requins,
Et le requin a dit, bon, c'est bien le sang, où est la viande? Et donc on est passé à toute une série de sujets, avortement, droit de vote, pilule, etc., etc., qui, à ce moment-là, ont sonné en fait la fin de la récréation et le commencement d'une nouvelle ère. Une nouvelle ère qui a été marquée par la crise pétrolière, toute une série de conflits, etc. Et c'est là le point important, j'en ai déjà parlé dans des audios, je sais plus quand, il y a assez longtemps, donc c'est pas grave si je réexplique. Il est arrivé plus ou moins vers les années 80, donc 10 ans après le début du tumulte, des révoltes, etc. Je rappelle aussi que dans ces années-là, c'était assez courant d'avoir des grandes manifestations en France, des conflits avec les policiers, des villes entièrement mises à sac avec des centaines de voitures en feu, etc., des pneus incendiés. Bon, c'était une époque où il y avait encore ce qu'on appelait des conflits sociaux durs. Puis, et ça c'est le grand virage pour moi qui va aider à faire comprendre ce qui se passe, il y a eu l'avènement du crédit, des facilités de l'accès au crédit et des bourses. Alors, ceci a amené deux conséquences. C'est que on a installé plus ou moins définitivement dans la tête des gens l'idée je peux avoir des objets qui me sont inaccessibles en payant un petit peu tous les mois. Donc, je vais me faire plaisir. Mais ceci paraît anodin, ceci paraît pas important, mais psychologiquement, ça change beaucoup de choses. Parce que là où on devait patienter, économiser et finalement bien réfléchir avant de faire un achat, ça a poussé les gens, et moi je le vois dans mon travail tous les jours, dans le milieu automobile, les gens sont souvent dans des achats compulsifs. Je prends un exemple qui m'est arrivé il y a 2 jours avec un client. J'essaye sa voiture, je lui dis mais pourquoi vous la vendez? Il me dit j'ai besoin d'argent parce que voilà, je ne garde pas mes voitures quand elles ont plus que 100 000 kilomètres. Je l'ai achetée quand elle avait 50 000. Elle est de 2012. Et je l'ai achetée 22 000 euros et maintenant je veux la revendre. Bon. Et je dis 22 000 euros, il me semble que vous l'avez surpayée. Parce que d'après ce que je sais, cette voiture-là aujourd'hui vaut 11-12 000. Ceci signifie que l'année passée, elle devait pas valoir guère plus que 15 à 17 000. Donc 22 000, vous l'avez surpayé. Je dis pourquoi vous n'avez pas comparé, vous n'avez pas un petit peu vu le marché. Il m'a dit écoutez, j'ai flashé. Et le garage m'a proposé un crédit sur 6 ans de, je sais plus la somme, je crois 350 euros par mois. Donc, si vous voulez, cet homme a vu un véhicule qui était hors de son budget, mais face à la tentation de se dire, en payant 350 euros par mois pendant 6 ans, on parle quand même d'une voiture d'occasion de 2012, on ne parle pas d'une voiture nouvelle en plus, eh bien j'ai craqué. Et aujourd'hui, comme je suis, comme ma voiture a 50 000 kilomètres de plus parce que je roule beaucoup, je réalise que c'est le moment de la vendre parce que plus j'attends, plus elle va dévaluer vite après les 100 000. Et je pense que ce véhicule lui a été racheté plus ou moins 11 ou 12 000, je ne sais plus. Bon, ceci pour illustrer en fait le phénomène psychologique, parce qu'après on peut répercuter ça dans tout le reste. Les divans, les machines à laver, les ordinateurs, etc., etc. Les vacances ou que sais-je, seconde résidence. Et donc, on se retrouve en fait devant des gens qui consomment beaucoup plus que leurs anciens, que leurs parents, que leurs grands-parents, et qui consomment souvent des objets qui normalement ne sont pas possibles. Alors, pourquoi ils ont mis ça en place? C'est très important de le comprendre, pourquoi. Parce que ça permet aux gens de se dire, même si mon salaire est pas terrible, puisqu'on me prélève beaucoup d'impôts, eh bien, avec le crédit, j'ai quand même le droit de me payer des trucs sympas. Donc, certes, mon salaire est pas terrible, je gagne 1005, 1006, 1007 par mois, mais j'ai la voiture de mes rêves
pour 350 € par mois. Oui, ça c'est la théorie, parce qu'en pratique, le gars il va payer 350 € par mois. Et puis, il y a les taxes. Et puis, il y a les assurances. Et puis, il y a l'essence. Et quand on compte tout, à cause de sa voiture, ce monsieur se retrouve à devoir travailler pour gagner moins qu'un chômeur, concrètement. Parce que sa voiture absorbe tout ce qu'il y a en plus. Donc, si vous voulez, on achète une sorte de paix sociale en fournissant aux gens l'accès à des objets normalement inaccessibles, ce qui produit psychologiquement une sorte de compensation et qui fait oublier le montant des loyers et le montant du salaire. Parce que c'est dilué par le nombre de mois. Je crois que c'est au Japon, je suis pas sûr. Je crois qu'au Japon, on en est au stade où on fait des crédits maison ou appartement sur 2 générations. C'est-à-dire qu'un enfant va continuer à payer le crédit de son père après qu'il soit mort. Pour peut-être être propriétaire à 40 ans lui-même. Donc on a des crédits sur, je sais pas combien moi, 50, 60, 70 ans. C'est sans limite, évidemment, parce qu'une fois que c'est dans les mœurs, bah oui, vous trouverez toujours des gens pour le défendre. C'est que moi, c'est comme si moi je vous dis, j'ai trouvé la maison de mes rêves. Elle est parfaite, etc. Mais elle est très chère. Bon. Moi je ne gagne que, je sais pas combien, 1500, 1600 par mois. Eh bien, je vais demander un crédit sur 60 ans. Et si je meurs entre-temps, mon fils reprend le crédit. Mais comme il aurait quand même dû payer un loyer pour se loger, ça revient au même. Donc, pourquoi pas payer un crédit maison sur 60 ans tous les deux? Ça, vous voyez, on peut toujours défendre cette idée du crédit. Alors, pourquoi je m'attarde là-dessus? Parce que vous savez quelle est la position de l'islam sur le crédit, appelé riba. Parce que c'est très important, extrêmement important, parce que ça modifie toute l'organisation sociétale dans laquelle nous vivons aujourd'hui, qui a donné évidemment naissance à une société consumériste, individualiste, matérialiste, etc., etc. Et ça a eu des répercussions sur tout, sur le couple, sur les enfants, sur la façon dont nous vivons, dont nous voyons le monde, etc. Évidemment, je vous passe plein de détails pour des questions de temps, parce que voilà, je peux pas vous parler 3 heures, mais je fais les grandes lignes, comme ça on se comprend. Et donc, une fois que ce crédit généralisé s'est institué, depuis les années plus ou moins 80, et en même temps des nouvelles valeurs morales, c'est-à-dire tout ce que j'ai dit plus tôt, démocratie, droits de l'homme, avortement, abolition de la peine de mort, etc., etc., etc. Eh bien, à un moment donné, ça a donné naissance, c'est là où vous allez comprendre où je veux en venir, ça a donné naissance à une société déconnectée du reste du monde. Et on le voit aujourd'hui, quand on a des guerres comme ce qui se passe aux 4 coins du monde, qui nous touchent directement ou indirectement par des attentats terroristes ou des choses violentes, des soldats morts au combat, au Sahel ou que sais-je, les gens sont comme choqués en fait, ils tombent des nues. J'ai écrit sur Facebook, je crois pas que c'est choquant, ça me semble très banal, mais enfin, peut-être je me trompe. Ce gendarme qui est mort près de Carcassonne en se substituant à un otage dans l'histoire qui s'est passée là-bas, je veux dire, bon, certes, il est au milieu d'une affaire de terrorisme, d'accord, mais à ce que je sache, le gendarme s'engage dans un métier comme un militaire ou un policier, un métier dangereux, dans lequel il fait face à des malfaiteurs, drogués, marchands d'armes, proxénètes, trafiquants en tout genre, donc des gens qui n'hésitent pas à tirer ou à tuer si nécessaire. Et quelque part, en fait, ça fait partie de leur engagement, protéger et servir, comme on dit. Et personnellement, je n'ai pas bien compris, à nouveau, peut-être c'est moi, je ne sais pas. J'ai pas bien compris pourquoi un gendarme qui poursuit à moto un dealer de drogue et qui, en le poursuivant, glisse sur des feuilles mortes
et se retrouve sur un tronc d'arbre mort, a moins de mérite ou elle n'a pas droit à autant d'éloges qu'un gendarme qui a remplacé un otage pour essayer de mieux gérer la situation et d'éventuellement désarmer l'assaillant. Et ça a mal tourné. Je veux dire, à un moment donné, ce sont donc des gens qui, leur métier par définition, c'est d'essayer d'empêcher, d'éviter ou de venir en aide aux gens, et donc de mettre leur vie en danger en roulant trop vite à moto, en s'interposant, en tirant des coups de feu, etc. Mais bon, c'est pas l'objet de ma discussion, mais ça mérite réflexion. Ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, on voit très bien qu'on est dans une société déconnectée. C'est-à-dire que les gens ont des vies fausses. Les gens ont des vies où on n'est plus du tout habitué à faire des efforts. C'est-à-dire, dès que le couple a un problème, on dispute, on divorce, pardon. Les enfants, dès qu'ils sont un peu bizarres, on les met chez un psychologue, chez un logopède, chez un thérapeute en psychomotricité, etc., etc. Tout le monde est fragile, tout le monde a mille et une maladies, je suis allergique à ceci, je suis allergique à cela, et le gluten, et les chats, enfin bon, chacun son truc. Donc on est dans une société fragilisée, impressionnable, déconnectée, et qui vit en fait dans une bulle à tous les niveaux, économique, familial, etc. Et ça, c'est très important. Je dis pas que c'est un crime. Je dis que c'est très important de le réaliser. Surtout pour nous, les musulmans. Très important de réaliser que le monde dans lequel nous vivons ici en Europe n'est pas le vrai monde. Dans le reste du monde, les gens doivent se battre dans le sens déployer des efforts pour trouver de l'eau potable, avoir de l'électricité, envoyer leurs enfants à l'école, se chauffer, etc., etc. Ça, c'est la réalité, la vraie réalité. Et on ne donne pas des crédits comme ça à la tête de n'importe qui. À la limite, il y a des micro-crédits, c'est-à-dire que des épiceries prêtent 10, 20 euros en attendant que le paysan fasse sa récolte et rembourse. Oui, mais on ne jette pas comme ça des crédits à tout va, comme ici. C'est beaucoup plus compliqué, il y a beaucoup plus de méfiance, etc. Donc les gens sont dans la réalité économique. Ils roulent tous à moto, à vélo, et quand ils peuvent s'acheter une vieille camionnette d'occasion, un vieux pick-up, c'est une grande victoire. Ça, c'est la réalité. Ça, c'est la réalité de la plupart des gens dans ce monde. La réalité, ce sont les conflits, les guerres, on le voit. Birmanie, Irak, Syrie, Soudan, je sais pas... les prisons surpeuplées du Brésil, bon, de nouveau, les gens sont là, la France, trop de monde dans les prisons, on n'a pas les budgets, bon, tout ça c'est lié au fait du niveau de vie, le niveau d'exigence. Vous allez au Maroc en prison, les gens, si leur famille leur ramène pas à manger, ben ils n'ont rien, et s'il n'y a pas d'argent ou de bakshish qui est payé, ils sont mis à 10, 15, 20 dans une pièce qui pourra en contenir que 4. Ça, c'est la réalité. C'est la réalité. Et moi, j'ai l'impression qu'à tous les niveaux, les travailleurs, je vois, bon, maintenant je travaille, je vois un peu comment ça se passe. Je ne dis pas que tout est rose, mais quand même, je suis dans un boulot agréable. Il y a 2 jours de congé par semaine, il y a 24 jours de congé par an, il y a les jours fériés, il y a les jours où on est malade avec un certificat médical, il y a les jours où on est couvert par un certificat de paternité. Quand on a un enfant, on a le droit de prendre 10 jours de congé pendant les 4 premiers mois de naissance, etc., etc. On travaille combien 7-8 heures par jour, avec des pauses. Bon. Les gens ont pris tout ça comme normal, comme acquis. Mais ce sont des grands privilèges. Ce sont des grandes exceptions dans le fonctionnement du monde. Dans d'autres pays du monde, des gens sont exposés à des produits chimiques, ils n'ont pas de masque, ils travaillent 10, 12, 14 heures, ils sont payés parfois pas à temps, etc. Les gens souffrent de diverses injustices. Et alors, la problématique qu'il y a derrière tout ça, c'est que nous, en tout cas les musulmans qui sommes emportés dans ce courant, puisque nous sommes ici, nous éduquons nos enfants ici, ils vont à l'école ici, ils deviennent des citoyens européens, c'est que manifestement les musulmans, certains prêcheurs, prédicateurs, ont perdu le sens des réalités.
moi, je vous avoue, je peux pas m'en empêcher de le dire. Quand je vois sur Facebook grande réunion annuelle des musulmans de France au Palais des Congrès, machin, etc. Et puis on voit là votre Hajj en cadeau, en bonus, machin, Omra. On a envie de vomir. Je m'excuse, hein, mais c'est vraiment parce que on se dit même ça, même une religion, ils ont réussi à la rendre mercantile et la faire rentrer dans le fonctionnement consumériste. Comment est-ce possible? On est là, payez votre mouton en 4 fois, sans intérêt, machin. Je sais pas, il y a quelque chose de gênant à un moment donné de devoir vivre sa religion comme un consommateur. Et ça, c'est au niveau des achats, des pèlerinages et tout. Mais le problème, c'est qu'on est devenu consommateur dans tout le reste. Les femmes musulmanes, faites un sondage. S'il vous plaît, faites un sondage. Il y a des fonctions sur Twitter, Facebook pour faire des sondages, faites-les. C'est anonyme, donc ça pourrait être réaliste. Les femmes musulmanes d'aujourd'hui, elles ne veulent pas plus qu'un ou 2 enfants. Pourquoi? Parce que elles veulent du temps, elles veulent être libres, elles veulent pouvoir avoir une vie à elles, etc. Les musulmans d'aujourd'hui ne sont pas choqués outre mesure de devoir payer 8 à 10 000 euros pour aller en couple au pèlerinage à la Mecque. Je rappelle ce que j'ai déjà dit dans d'autres audios. Il faut savoir, par exemple, que de mémoire, parce que j'ai plus été voir depuis longtemps, mais à l'époque, passer une semaine au Club Méditerranée, tout frais payé, avion, nourriture, spectacle, sport, hôtel, sauna, hammam et compagnie, piscine, tout le bazar, vous allez payer 700, 800 euros. Vous comprenez? Ici, on vous demande, pour aller en couple, 8 à 10 000 euros pour vous retrouver dans des hôtels qui sont pas les mêmes que vous aviez commandés, avec un monde fou, et chacun a son petit drapeau pour pas se perdre. Enfin, on a l'impression, moi, quand je vois tout ça, ça me donne l'impression d'une espèce de parc d'attractions, quoi. Un peu comme Dubaï. Et on sent pas beaucoup de spiritualité là-dedans. Et donc, si on prend un peu plus de hauteur, et on essaye d'élargir le spectre, le monde, et les musulmans indirectement, sont dans une tendance qui est à la monétisation de tout et le rejet de leur nature. C'est pour ça que, de nouveau, depuis les années 70, 80, on a vu l'apparition des rasoirs, des coupes qu'on appelle à la garçonne pour les filles. C'est-à-dire qu'il y a une modification de notre perception du monde dans lequel il n'y a plus de genre, dans lequel les hommes se féminisent, les femmes se masculinisent, dans lequel on éduque une fille et un garçon de la même façon, et puis on espère que ça va pas toucher aux institutions du mariage. Évidemment que ça devient difficile, puisque l'homme féminisé et la femme masculinisée se retrouvent à être des potes, oui, ils sont souvent potes, ils font des trucs ensemble, ils voient des sports, je sais pas quoi, ils ont des points communs, mais il n'y a plus ce côté complémentaire et d'attirance, puisqu'on a l'impression d'être avec un ami. Un ami, c'est quoi? C'est quelqu'un qu'on voit, et puis on dit, allez, salut, hein, puis chacun chez soi, chacun sa vie, puis on se revoit pour faire de nouvelles activités. C'est pas avec quelqu'un avec qui on vit, avec qui on fait des enfants, on se supporte dans les hauts et les bas, etc. Donc moi, je vous ai raconté tout ça pourquoi? Pour vous faire comprendre que nous, les musulmans, on a été embarqués dans un bateau, qui est le bateau de la fausse, je souligne 3 fois en rouge, la fausse, comment on appelle ce mot-là? Je cherche un mot. La fausse quiétude économique basée sur le crédit, qui a modifié tout. Notre façon de vivre, de consommer, de se marier, de divorcer, tout. Et nous devrions réaliser, nous les musulmans en tout cas, les non-musulmans s'ils veulent pas, tant pis pour eux, nous devons réaliser que ceci ne va durer qu'un temps, qu'à un moment donné, tout ceci atteindra des limites,
il y aura trop de dettes, il y aura trop d'argent imprimé, il y aura trop de crédits dans toutes les maisons, etc. Et à un moment donné, il va se passer quelque chose au niveau économique qui va faire que tout le monde va être ramené à la raison. Et comme je vous l'ai dit avec l'Allemagne, quand il y a eu l'hyperinflation, etc., le surendettement massif, ça s'est terminé par une solution tout à fait logique, qui est que les gens ont été choqués de leur situation, et on dit, pour rattraper le coup, il faut quelqu'un qui soit vraiment ferme et qui fasse le ménage. Et c'est exactement ce qui va se passer ici. Regardez autour de vous. On a Poutine en Russie, on a Trump en Amérique, on a Macron en France, etc. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les gens, des grands pays en tout cas, veulent quelqu'un de poigne, qui fait le ménage et qui chipote plus. Même s'il est con, même s'il est fou. J'ai vu une émission complète sur Donald Trump. Il est clair et évident que le gars est un type psychotique. Bush était con, mais ici nous avons affaire à un psychotique. Mais, comme la société américaine est tellement accro à son bien-être économique, à son désir de paix et à son rejet des réalités. La réalité, c'est quoi? Nous avons des prisons pleines, nous avons des ghettos dangereux qui sont dignes d'un pays en voie de développement. Nous avons des millions de Mexicains qui veulent venir chez nous parce que chez eux, ils crèvent la faim, etc. Plutôt que de voir la réalité, ils veulent que l'illusion continue. Imprimez-nous des faux dollars, construisez des grands murs, interdisez nos aéroports aux musulmans, etc., etc. Et donc, on leur a servi un type qui les représente, tout psychotique qu'il est. On voit que Berlusconi en Italie revient en politique, etc., etc. Macron, vous savez ce que j'en pense, j'en ai assez parlé, c'est quelqu'un qui a été mandaté, qui a été téléguidé par des forces qui sont au-dessus de lui et qui applique une politique pour amener la France petit à petit dans un fonctionnement totalement libéral, afin que les grandes sociétés, les grandes puissances, les grands fonds s'en tirent, et tant pis pour les retraités, les petits et compagnie. Ils sont habitués à souffrir, ils souffriront encore. De toute façon, s'ils bougent, on leur envoie les CRS et puis ils rentrent chez eux. Donc, il faut faire attention par rapport à ce que nous trouvons normal, ce que nous trouvons comme acquis, et ce que nous transmettons à nos enfants, et les raisons qui font qu'on trouve ça normal. Il ne faut pas oublier que ce n'est pas une situation normale. Les 3/4 de l'humanité ne vivent absolument pas comme nous. Et le pire, c'est que il y a certains pays qui ont fait le choix de la modernité à outrance, du libéralisme à outrance, etc. Mais ces pays-là, ils font pas les choses à moitié-moitié. C'est les pays comme, je crois, Hong Kong, Singapour et compagnie, Suisse, Malte. Donc c'est des pays qui attirent toutes les grandes entreprises, qui innovent, qui sont à fond derrière toutes les nouvelles tendances, blockchain, crypto-monnaie et compagnie. Ils sont pas comme nous, moitié un pied dans l'ancien monde, moitié un dans le nouveau. On ferme des usines par dizaines parce qu'on se désindustrialise, mais en même temps, on n'ose pas aller dans le nouveau parce que ça impliquerait que tous nos business sont en danger, les taxis, les banques, etc., avec Uber ou les monnaies virtuelles. Et donc, en fait, à un moment donné, l'Europe va se retrouver dans une situation où elle va devoir trancher entre les acquis sociaux et une certaine stabilité et le fait de se jeter à corps perdu dans la modernité. Intelligence artificielle, robots, machin, crypto-monnaie. Évidemment, voilà, dans les deux cas, ça va être compliqué parce que si elle se lance pas dans le nouveau monde à fond, dans la virtualisation de tout, eh bien, elle va être larguée, elle va perdre des parts de marché, et il y aura du chômage, etc., etc. Et si elle le fait,
si elle se libéralise et se jette à corps perdu dans la modernité, il y a toute une série de gens qui vont être sacrifiés parce qu'ils seront obsolètes, ils ne seront plus nécessaires. Et c'est des gens à qui on va essayer de les endormir avec ce qu'on appelle le revenu universel. On va leur donner quelque chose comme, je sais pas, 1000, 1100, 1200 euros pour que juste ils puissent survivre et ne pas se révolter. Donc voilà, je voulais simplement pour les plus jeunes qui comprennent la dimension complexe du monde dans lequel on est aujourd'hui. C'est pas quelque chose qui est tombé comme ça du ciel. L'Europe est différente du monde. Non, l'Europe a s'est développée sur toute une stratégie. Elle s'est basée sur des guerres graves, des génocides, des millions de gens morts. Et je rappelle que l'islam n'a absolument rien à voir là-dedans. C'est une affaire entre Anglais, Américains, Français et Allemands, les deux fois. Plus, évidemment, des campagnes coloniales, où chaque pays européen avait ses colonies. Le Portugal avait le Brésil, la Belgique avait le Congo, etc., qui ont permis des financements, une grande industrialisation de tout. Et aujourd'hui, il n'y a plus tout ça. Il n'y a plus de guerre. Il n'y a plus de colonies, en tout cas directes. Il y a plutôt des accords de libre-échange. Mais il y a le crédit. Et un jour, comme les colonies se sont arrêtées, comme les guerres se sont arrêtées, le crédit s'arrêtera. Et là, on réintégrera le vrai monde. Monde qu'on ne connaît pas, qui est un monde de lutte, de sacrifice, de patience et d'injustice. Je vous remercie de m'avoir écouté. À très bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.